never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'1 heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler des santé sexuelle et des préventions. Au micro, Cristina Rosati, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre nouvelle stagiaire community manager au comité des familles. Bonjour Sophia. Bonjour. Bienvenue, on est content de t'avoir parmi nous. On salue Sarah qui était avec nous pendant presque 6 mois. Et voilà, maintenant c'est Sophia. Mais j'ai aussi le plaisir de saluer de l'autre côté de la vitre, en présence, notre Bruno. Bonjour Bruno. Oui, bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs, bonjour les auditrices, bonjour Sophia, bonjour Christina. C'est un plaisir de te voir à moitié parce que bon, tu as ton masque. Hein. Oui, c'est partagé. Oui, c'est normal hein, avec le masque. Bon, voilà. Alors Bruno, moi je profite de ta présence un peu pour savoir comment ça va. Est-ce que c'est dur, ces confinements qui confinement. Moi je parle des confinements parce que moi je me sens confinée. Après, je sais pas vous. Hein. C'est vrai que j'y réfléchis, ça fait plaisir. Je crois que je suis parvenu à la radio en présentiel depuis 2020. Oui. Ça remonte. Donc non, c'est un grand plaisir de pouvoir passer vous voir comme d'habitude. Hein. Oui, on va faire un petit point avec toi. Je me lance juste dans les sommaires de la semaine parce que peut-être ça t'intéresse aussi. Oui. Les sommaires, pas de la semaine, les sommaires de cette émission. Du coup, tout à l'heure, nous parlerons du vieillissement des personnes vivant avec les VIH à travers une étude menée par l'association Les Actes Appiennes. Et aussi, on discutera d'une initiative de communication proposée par l'association Gay Pride. Passerons après aux annonces du cœur pour finir avec les infos de la semaine, lues aujourd'hui par notre Sophia. Je sais, Bruno, que le thème du vieillissement, c'est quelque chose qui t'intéresse. Pas parce que tu es vieux. Parce que... Non, mais c'est vrai que tout ce qui tourne autour de vivre avec le VIH m'intéresse. Donc c'est vrai que là, en particulier, c'est vrai que j'apprécie ce thème aussi parce que je me suis un petit peu investi aussi cette année dans... avec les Corévinor. Avec le Corévinor, oui, avec une étude qu'ils ont fait. C'est vrai que j'ai participé dernièrement à la alors comment ils ont appelé ça, le webinaire de SIDAction. Donc tout à fait, on parlera justement de ça. Oui, c'était sur le thème vieillissement. Donc j'ai apprécié parce que c'est vrai qu'il y avait 3 études. Il y avait l'étude du Corévinor, l'étude des Actiopiennes et une étude belge, je ne me rappelle plus. Aujourd'hui, nous avons déjà parlé de l'étude du Corévinor et on parlera de l'étude des Actes Appiennes. Non, c'est bien, de toute façon c'est l'actualité hein, pour... Et donc non, je trouve ça bien parce que ça va certainement amener des choses pour les nouvelles recommandations, quoi. Et donc on en a besoin. Tout à fait. Donc, et voilà. Sinon, une chose un peu plus personnelle, ta vie, ça va en ces moments Oui, comme je disais la dernière fois, c'est vrai que moi ça change pas grand-chose le confinement puisque comme d'habitude, hein, je dépose les petits le matin, je les récupère le soir, donc ça coïncide avec le couvre-feu, ça coïncide avec tout. Là, on va dire c'est la dernière semaine, donc là, la fin de semaine, ils vont arriver en vacances, comme pour nous, hein, donc c'est vrai que donc ça va être les vacances la fin de semaine. Le 13, ça sera mon anniversaire, le 14, ça sera la Saint-Valentin, donc c'est vrai, c'est une semaine que j'apprécie parce que voilà. Ah oui, et que c'est bientôt. Donc moi je serai pas en vacances, mais normalement j'ai prévu pour les enfants. Ils sont en même temps au centre de loisirs, en même temps ils seront en garde. Merci Bruno, merci pour être passé nous saluer, nous faire un petit coucou. Oui, comme tu sais, hein, je suis toujours fidèle, donc je reste à l'écoute et puis voilà, dès que tu m'appelles, je passe. Parfait. Je te remercie beaucoup. C'est et moi. pour tous les auditeurs, pour tous ceux qui veulent réagir, vous pouvez nous appeler au 01 40 40 90 25 ou bien nous laisser un message sur le site comitédesfamilles.net. Nous avons également un Twitter VIH Radio et notre page Facebook Comité des Familles.
Situation sociale, économique, affective et de santé des personnes séropositives au VIH vieillissantes. Voici l'intitulé de l'étude menée depuis 2 ans par l'association Les Actapiennes. Objectif de la recherche, décrire la situation des personnes séropositives au VIH de plus de 50 ans, afin de faire émerger leurs besoins pour bien vivre et bien vieillir. Les séropositifs vieillissants sont plus touchés par la solitude, la précarité, d'ici l'importance du réseau associatif pour faire face à ces situations. Rentrons dans les détails et analysons les résultats de l'étude avec les porte-parole de l'association, Rémi Amaï. Ben oui, parce qu'en fait, sur les personnes vieillissantes avec le VIH, on a beaucoup de données de cohortes de santé finalement, les cohortes hospitalières, c'est-à-dire on sait un peu les surrisques de maladies cardiovasculaires, de cancer, etc. Mais d'un point de vue social, on a très peu d'informations. Et puis surtout, le passage à la retraite fait qu'elle change de statut social. Et donc, c'est une question qu'il fallait investiguer au vu du peu de données et au vu des retours qu'on avait parcellaires. Déjà, nous, on suit un peu des gens et on voit bien que c'est compliqué le passage à la retraite. Les ressources changent et puis le vieillissement aussi, on voulait s'intéresser aux questions de solitude parce qu'on sait que les personnes vivant avec le VIH ont quand même un entourage moins présent. Et est-ce que avec l'âge en plus, est-ce que ça empire, etc. Voilà, donc c'est pour ça, nous, on est une association de lutte contre le sida. En tant que malade, on veut investiguer toutes les questions de la santé. Et la santé sociale, c'est primordial. Faut pas juste avoir une histoire de santé médicale. C'est pas complet. Sinon. Et du coup, parmi vos objectifs, sûrement, il y avait du coup la nécessité d'identifier les enjeux de ce moment particulier du passage à la retraite, etc. Mais est-ce qu'il y avait aussi un objectif plus de longue durée, disons? En fait, on voulait bien identifier les besoins des personnes vieillissant avec le VIH pour nous, derrière, avoir des revendications solides pour ces personnes-là. Par exemple, sur l'histoire des personnes, est-ce qu'à un moment, il faut qu'elles quittent leur domicile parce qu'elles ne peuvent plus y habiter seules? Est-ce qu'elles doivent aller en maison de retraite, en EHPAD? Déjà, il y a un souci financier. Comment est-ce que les personnes vont pouvoir satisfaire aux tarifs de ces maisons-là? Et puis, est-ce que les personnes se voient? Est-ce que les personnes ont envie d'aller passer l'instant de leur vie dans ces maisons-là? Ça, c'était un des enjeux identifiés. Et puis le passage à la retraite, comme j'en ai déjà parlé, voilà. Et comment ça s'est déroulé au niveau de la méthodologie? Vous avez fait des groupes de parole? Nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment faire parler les gens. Faire parler les gens pour identifier c'est quoi leurs préoccupations aujourd'hui, quelles sont leurs préoccupations d'aujourd'hui en vieillissant avec le VIH. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a fait des groupes de parole, des focus group, où en fait on faisait parler les gens, on les laissait parler entre eux, donc des personnes séropositives vieillissantes, toutes de plus de 50 ans entre elles. Ça pouvait être des groupes de 3-4 personnes jusqu'à 6 personnes. Et on a fait 12 groupes comme ça. 12 groupes répartis un peu partout dans la France. C'est-à-dire on en a fait en région parisienne, mais aussi à Lyon, Marseille, Grenoble, Annecy, etc. 12 groupes. Et on s'est arrêté de faire des groupes quand on a vu que tous les groupes disaient à peu près la même chose. Tout ce qui émergeait des préoccupations des personnes dans ces groupes de parole, où les actepiennes enregistraient et donnaient la parole, ils disaient tous à peu près les mêmes choses, donc on a arrêté et on a vu en tout 39 personnes. Est-ce que c'était difficile de trouver ces 39 personnes et elles étaient un peu qui en fait? Un peu dans toute la France, ouais. De langue française, etc. Ça n'a pas été si compliqué que ça comparé à ce qu'on pensait. Finalement, le sujet a vraiment attiré les gens. Vieillir avec le VIH, c'est un sujet, on le sait, mais il a été peu abordé et les personnes ont des questions.
Donc, elles se sont déplacées. En fait, on est passé par du bouche à oreille, par un appel à témoins via nos réseaux sociaux, les Actopiennes. Et aussi, on a contacté des associations de VIH qui sont en région. Et donc, par ces différents canaux de bouche à oreille et en contactant ces associations de lutte contre le sida, on a réussi un peu à joindre ces 39 personnes qui sont venues au groupe et qui ont pu parler. Mais on n'a pas eu tant de mal que ça. Et puis surtout, le hasard a fait bien les choses, c'est-à-dire qu'on a sur ces 39 personnes finalement un panel assez représentatif. C'est-à-dire qu'on a à peu près autant d'hommes que de femmes. On a des personnes qui ont eu un parcours migratoire. On a des personnes qui ont été usagères de drogue, des personnes qui ont eu une contamination via des relations hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Enfin, on a à peu près tous les publics. C'est assez représentatif. Et on était plutôt contents de ça. Et ça vous a permis d'arriver à des résultats. Tu disais qu'au bout d'un moment, ils disaient toutes les mêmes choses. Du coup, vous avez pu lister, disons, des constats importants qui sont sortis de ces rencontres. Oui, exactement. C'est-à-dire que nous, en fait, on a donné la parole, on lançait les groupes de parole, et puis après, donc, les gens divaguaient ou pas sur le sujet vieillissement, et donc c'est à peu près les mêmes choses qui sont apparues. Et nous, quand on a réécouté les enregistrements audio des focus group, et on a pu donc bien identifier tous ces constats qui revenaient et qui sont assez étonnants parfois. On n'aurait pas pensé, par exemple, qu'il y ait autant de gens qui disent d'eux-mêmes qu'ils préfèrent rester seuls aujourd'hui, ne pas se remettre en couple, par exemple, parce que voilà, une vie avec le VIH, ça a été compliqué. Ils ont leurs histoires personnelles. Ils sont fatigués de réexpliquer charge virale indétectable, intransmissibilité. Ils sont fatigués de devoir expliquer pourquoi ils ont le VIH, etc. Ils préfèrent rester seuls et ils se mettent des barrières en fait d'eux-mêmes. Donc ça, c'est revenu très très souvent des parcours de vie de personnes qui aujourd'hui n'ont pas de relation amoureuse et n'en veulent pas, et aussi qui n'ont pas de vie sexuelle. Oui, effectivement, ce point, c'est le point qui avait touché moi aussi, parce que on peut penser que des personnes qui vivent avec le VIH depuis très longtemps, le sujet du TASP, justement du traitement comme prévention, soit quelque chose de acquis dans la vie, mais vraiment pas. C'est vraiment l'opposé qui est sorti. Ah non. C'est-à-dire que les gens sont au courant. La plupart étaient quand même au courant du TASP. Mais, oui, ça je veux dire, bien sûr. Mais oui, voilà, il y a toujours une réticence personnelle, mais aussi une réticence des éventuels partenaires. Et d'autant plus chez les femmes, il y a beaucoup de femmes qui nous ont dit qu'elles étaient bloquées sexuellement, vraiment, et qu'elles ne se voyaient pas avoir une relation avec quelqu'un sans dire aussi la séropositivité. Disons, dans l'ordre aussi, comme vous avez présenté dans votre étude les résultats, au premier niveau, je peux lire l'isolement et la précarité. Ça touche, du coup, ça continue à toucher très fortement des personnes qui vivent avec les VIH et notamment des personnes vieillissantes avec les VIH. Oui, tout à fait. Précarité parce que déjà le fait de ne pas avoir pu travailler énormément à cause du virus, donc ce qui fait que le passage à la retraite, ça fait que les personnes sont au minimum vieillesse. Et puis la solitude, voilà, soit qu'elles se sont imposées à elles-mêmes, soit qu'il y a eu beaucoup de discrimination, elles ont été rejetées par leur famille, etc. Bon, après, nous, ce qui était plutôt étonnant aussi, dans le bon sens, c'est qu'il y avait quand même, sur les 39 personnes qu'on a pu avoir, il y en a 21 qui ont des enfants. Donc ça, c'était plutôt un point positif. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de personnes avec des enfants. Et disons que depuis que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'analyses sur les personnes vieillissantes avec le VIH, ou plutôt elles sont plutôt récentes comme recherche. Mais depuis qu'on parle, disons que nous, en tant que par exemple militants associatifs,
on commence à intégrer le fait que, par exemple, quand nous rencontrons des personnes d'un certain âge, on peut aussi détecter des premiers signes de vieillissement et essayer de faire un lien, par exemple, avec la gériatrie. Ça, c'est quelque chose que dans les milieux VIH, ce n'était pas forcément intégré, mais de plus en plus, il va l'être. Mais par rapport à vous, par rapport à cette étude, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter ou ça peut ouvrir les chemins à quelque chose ou c'était juste un constat? Maintenant, nous, en fait, on a bien identifié qu'il y avait des enjeux sur la coordination dans le soin, comme voilà, gériatre, médecin généraliste, médecin qui fait le suivi VIH, infectiologue, etc. On a bien identifié ça et donc derrière il faut répondre à ça. Donc on va en parler aux autorités sanitaires pour qu'il y ait une amélioration et surtout on a mieux identifié pourquoi par exemple le médecin généraliste ne se sent pas de mieux prendre en charge une personne séropositive dans le sens où parfois ils ne regardent pas toutes les comorbidités, ils n'investissent pas toutes les mesures de prévention qu'il pourrait y avoir sur les comorbidités, etc. Et il y a aussi des patients qui ne parlent pas de leur séropositivité à leur médecin généraliste, parce qu'ils n'ont pas envie, ils en parlent qu'à l'infectiologue. C'est assez complexe la coordination du soin, le passage ville-hôpital. Nous, ce qu'on a vu, c'est quand même beaucoup de personnes qui sont suivies presque entièrement à l'hôpital pour des raisons de frais et de coût du soin. Mais après, il y en a qui sont aussi très très satisfaits de leur médecin généraliste qu'ils ont depuis 20-30 ans, qui est même devenu un confident d'une certaine manière. Oui, quelqu'un qui fait partie de leur vie, en fait. Oui. Et Rémi, est-ce que tu as participé à des focus group? Non, moi j'ai retranscrit les fichiers audio qu'on avait, donc j'ai pu en écouter pas mal. Oui. Les focus group, mais sinon non, c'était Christophe et Romain des Actopiennes qui ont mené les focus group. Et du coup, tu as écouté beaucoup, j'imagine presque tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a touché plus que d'autres, des témoignages, des constats que tu voudrais partager avec nous? Ben moi, c'est vraiment dans le sens où les gens sont encore dans la honte et le VIH, ils en parlent très peu autour d'eux. Ça reste un secret personnel. Ils sont dans la honte parce qu'ils ont honte d'avoir eu le VIH, d'avoir eu une contamination. C'est encore ça. On pourrait penser que des gens de plus de 50 ans qui ont vécu 20-30 ans avec le VIH, aujourd'hui, soient OK avec cette question. Et en fait, pas du tout. Dans tous les focus group, c'est revenu, cette histoire de la honte, cette histoire de l'annonce. Comment est-ce qu'on leur a annoncé la séropositivité, ça les hante encore. Et puis surtout aussi des personnes qui n'en parlent pas à leurs très proches, par exemple un père qui a un fils qui est adolescent qui n'a pas dit à son fils qu'il avait le VIH. Le fils, il sait qu'il y a une maladie, mais c'est tabou entre eux, ils n'en ont pas parlé. Des femmes aussi qui ne parlent pas, qui prennent leurs médicaments en cachette, etc. La plupart des personnes séropositives vieillissantes là qu'on a vues, presque toutes sans exception, elles ont dit qu'elles ne voulaient pas aller en maison de retraite, qu'elles voulaient rester le plus longtemps possible chez elles. Donc maintien à domicile, c'est vraiment un besoin et il faut qu'on mette en place un maintien à domicile qui prenne en compte les questions VIH, parce que ça n'existe pas encore aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment quelque chose à investiguer. Oui. Et juste une dernière question. Est-ce que vous avez pu un peu réfléchir, vu que vous avez conduit cette étude pendant cette phase de ce moment des crises sanitaires aiguës? Est-ce que, du coup, tu penses que la Covid impacte encore plus les personnes vieillantes avec les VIH? C'est quelque chose on peut faire un lien de quelque sorte ou pas?
Alors non, on a fait des focus group avant le premier confinement et d'autres focus group après le premier confinement. Ce qu'on voit, c'est que oui, les gens étaient beaucoup plus dans l'isolement du fait de l'épidémie, du fait des restrictions. Mais après, au niveau suivi VIH, ça a plutôt bien marché. On n'a pas eu de personnes qui étaient perdues de vue, qui ont arrêté leur traitement, etc. Même si, voilà, il y avait quand même des gens qui étaient très anxieux et plus anxieux que le reste de la population par rapport au Covid. Et voilà, vous avez entendu Rémi des Actapiennes. Continuons avec Christophe Mathias qui a participé directement au Focus Group. Oui, j'ai participé à tous ceux de Paris, de Lyon, Grenoble et Annecy. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué en particulier de certains de ces focus group? Un peu tous, en fin de compte, les gens étaient contents de participer et j'étais très content qu'on leur donne la parole. Ça, c'est la chose qui va ils ont eu un moment où la parole a pu se libérer. Ça, c'est ce qui m'a marqué le plus. C'était triste, il y a des moments. On a ri aussi, quand même, malgré tout. Mais vraiment, c'est ce moment où tous les participants pouvaient parler librement, sans contrainte. Puis même, on respectait pas forcément le canevas, on revenait sur des questions, mais vraiment une grande liberté. Et l'avantage du focus group, comme on les a fait, comme ça, libre, c'est que la parole a vraiment pu se libérer, quoi, sans entrave, sans contrainte. Voilà, et c'est étonnant, quoi. Oui, les personnes se sentaient de plus en plus en confiance. Après, j'imagine que on leur donne pas forcément la parole pour discuter du vieillissement et avec les VIH. C'est quelque chose de nouveau pour eux. Oui, alors, comme peut-être Rémi t'en a parlé, c'est que depuis quelques années, on parle beaucoup de VIH et de maladies chroniques. Les suivis médicaux s'espacent tous les 6 mois, voire 1 an pour certains. Après 20, 30, 30 ans ou des fois même plus de vie avec le VIH en ayant failli mourir, avec un seul interlocuteur médical, c'est-à-dire que le médecin de l'hôpital, ils ont un sentiment d'abandon quelque part aussi du corps médical. Et ces dernières années, c'est la prévention qui a été surtout le moteur de l'actualité VIH-Sida. Vraiment, tous le disent, ils ont l'impression d'être la dernière roue du carrosse maintenant. Mais ça, c'est revenu souvent quand même. Oui, le sentiment d'être oublié, les personnes malades oubliées pour donner plus la parole à la prévention, comme tu disais, et aussi une technique de prévention. Ouais, c'est exactement ça. Ils ont l'impression d'être qu'une charge virale et un nombre de CD4. Voilà, vos CD4 vont bien, vous avez une charge virale indétectable, tout va bien. Mais c'est pas le cas. Du coup, c'est pas le cas. C'est exactement ce que vous avez. Alors, pour reprendre un peu le titre de cette étude, situation sociale, économique, affective et de santé. On a développé plus avec Rémi la partie sociale, même économique, affective. Tu as suivi principalement la partie santé. Qu'est-ce que c'est la première des préoccupations des personnes vieillissantes avec les VIH? Alors, pas que je te dise pas de bêtises, parce que je suis en train. Disons la première question, c'était comment, c'était général, quoi. Comment vous vivez avec le VIH aujourd'hui? Notre grand étonnement, c'est le VIH, c'est plus le problème aujourd'hui. Mais c'est un peu plus simple, plus compliqué que ça, quoi. Parce qu'après 20 ou 30 ans avoir pris des traitements, c'est devenu une habitude. Donc, le VIH a été, en fin de compte, apprivoisé. Et ça a été assez étonnant. Parce que l'autre raison, c'est que, déjà moins de rendez-vous médicaux, moins de prise de sang.
Mais surtout que ce qui est apparu, c'est que tous ont des comorbidités. Hein. C'est ce qu'on sait, c'est ce que révèlent toutes les études françaises et internationales. Et absolument tous ont des comorbidités. Alors certaines qui sont assez graves, comme les problèmes cardiovasculaires. Hein, 10 personnes qu'on a interrogées sur le total sont traitées pour des problèmes cardiovasculaires, 9 pour l'hypertension, 8 pour des problèmes de diabète, de cholestérol, 4 pour l'ostéoporose. Et c'est surtout ça le problème, parce que vivre, bon, en plus, s'ils sont quand même fait un infarctus, hein, il y en a qui ont 9 qui ont eu des hépatites C, 4 des cancers. Donc en fin de compte, ces dernières maladies, c'est celles qui posent le plus de problèmes, parce que c'est un retour à beaucoup de comprimés. Et c'est un des problèmes. C'est-à-dire que la dernière maladie, quelqu'un qui devient diabétique, pour certains, c'est 4 piqûres d'insuline par jour. Donc c'est pour ça qu'ils disent que le VIH, c'est plus le problème entre guillemets, quoi, voilà. Du coup, disons, les avantages de l'allègement, dont peut-être quelqu'un de ces personnes ont pu bénéficier, ils sont annulés du fait qu'il y a des comorbidités avec des médicaments. Voilà, c'est exactement ça. On leur a posé une question sur l'allègement, si on peut en parler dessus. Donc on avait une question, est-ce que vous avez entendu parler de l'allègement thérapeutique? Alors la réalité est vachement contrastée là-dessus. Certains oui, d'autres non, ça dépend de si tu es à Paris, parce qu'il y a beaucoup d'allègements thérapeutiques qui est pratiqué dans certains hôpitaux. Ils sont d'allègement thérapeutique. Mais pour les autres villes, c'est toujours pas le cas, parce que le dogme de certains infectiologues, ça a été la trithérapie pendant des années, ils ont un peu peur. Maintenant, les données prouvent que l'allègement thérapeutique, ça marche, quoi. Donc, dans les gens qu'on a interrogés, il y a 9 personnes qui étaient quand même en allègement thérapeutique. Quand je parle d'allègement, c'est moins de produits médicamenteux. Je parle pas un allègement 3 comprimés en 1. Pour moi, ça s'appelle l'allègement, c'est de la simplification. Donc moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que donc sur ces 9 personnes en allègement thérapeutique, il y en a que 3 qui c'était suite à une proposition du médecin. Les 6 autres, c'est eux ils ont commencé en sauvage, ils ont vu que ça marchait, leur bilan biologique était bien, et le médecin a accepté, quoi. Il leur a forcé la main, quoi. Ça, c'est ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que sur l'observant, c'est un vrai problème. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, l'allègement thérapeutique, c'est pas possible. Parce que ils ont grillé toutes les lignes de traitement. Voilà. Mais ça, c'était assez étonnant aussi. Donc, parce que la raison principale au départ de la volonté d'être en allègement thérapeutique, c'est que c'est les effets secondaires, quoi, qui soient vrais ou ressentis. Ils sont tous fatigués, il y en a qui ont pris du poids, il y en a qui ont des douleurs articulaires, il y en a qui ont des problèmes de sommeil, il y en a qui ont des problèmes de dépression. Alors que ce soit à la cause de médicaments ou pas, c'est ce qui leur fait sauter le pas. L'infectiologue, a priori, n'écoute pas, hein, c'est ce qu'ils nous disent. Hein. Votre traitement marche bien, il n'y a pas d'effet secondaire pour nous. Alors après, il faut leur tomber. Donc, et c'est pour ça que j'ai entendu parler de l'allègement thérapeutique et ça. Voilà. Et par rapport, disons, à un suivi VIH plus global, surtout une coordination ville-hôpital. Ah là là, oui, vas-y. Justement, ma question, c'est est-ce que, vu que ce sont des personnes qui vivent avec les VIH, les personnes que vous avez interviewées qui vivent avec les VIH depuis plusieurs années, est-ce que ça se fait bien, cette coordination? Est-ce qu'ils sont bien suivis? Malheureusement, non. Donc, sur les personnes qui ont répondu, il y en a 24 qui avaient uniquement un suivi hospitalier. Hein. Pour les spécialistes, tous faits à l'hôpital. Hein. Tous ont quand même un médecin traitant, mais le médecin traitant, c'est pour les rhumes, comme ils disent.
et 13, combiner un infectiologue hospitalier, des spécialistes en vie et un médecin traitant. Alors les raisons de cette grande majorité d'uniquement un suivi hospitalier pour tout, bon, parce que il y a quand même des liens qui sont tissés entre les patients et les infectiologues, hein. J'ai oublié de le dire, mais tous les patients sont contents de leur suivi hospitalier, hein. Personne ne dit du mal, quoi. Aussi, il y a eu un cas, mais dans ce cas, c'est mal passé avec le médecin, il en a changé, et après ça va, quoi. Donc, il y a ça, donc, depuis longtemps, il y a des liens qui sont tissés, hein. C'est aussi une raison de coût, parce qu'à l'hôpital, c'est gratuit, on n'a pas d'avance de soins. Il y en a qui avaient fait, moi, il y en a deux qui avaient fait une espèce de mix, moitié hôpital, moitié ville pour le suivi des comorbidités, mais comme il y avait des dépassements d'honoraires, ils se retournaient à l'hôpital, quoi. Voilà. Oui. Donc, mais sinon, sur la coordination pure entre les médecins hospitaliers et le médecin traitant, il n'y a rien, quoi. Souvent, c'est le patient qui fait le lien, quoi. Les comptes rendus sont pas transmis, les analyses biologiques non plus. Surtout si elles ont été faites à l'hôpital, quoi. Ça marche pas, quoi. Et à aucun moment, comme le recommande le groupe d'experts sur le VIH dirigé par le professeur Morla, il y a une recommandation qui dit qu'à un moment, entre le médecin hospitalier et le médecin traitant, il doit décider de qui fait quoi. Voilà. Et ce qui est de plus en plus important aujourd'hui, vu qu'il y a des comorbidités, et ça, c'est les médecins généralistes savent très bien, suivre un diabète, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de cholestérol et tout. Donc ça, c'est assez dommage, ce qui est revenu, quoi. Donc la coordination des soins, mais malheureusement, c'est un mal français depuis des années, quoi. Et ça, c'est triste. Oui. Et ça peut être aussi peut-être justement cette étude et des autres qui pourraient suivre, ils vont justement dans cette direction, d'essayer de tisser des liens plus forts qui sont suivis global. Et disons de manière générale, ces personnes que vous avez rencontrées au cours des différentes focus group, comment ils se voient dans quelques années? Est-ce qu'ils envisagent un soutien de la part de la famille, je sais pas, des associations? Est-ce que alors vraiment, c'est un sujet qui n'est pas du tout abordé. On vit au jour le jour. Le vieillissement n'est pas envisagé. C'est vraiment au jour le jour. Le nombre de personnes qui n'ont pas encore commencé lors de ceux qui ont l'âge disons qui ne sont pas encore à la retraite, le nombre de gens qui n'ont pas commencé les démarches, et c'est la totalité, quoi. C'est même ça, pourtant c'est important de savoir quelles ressources on va avoir pour vieillir quand même. Même cette projection-là, ils la font pas quand même. Et donc pour comment je vais vivre en vieillissant, c'est pas pensé, c'est pas réfléchi. C'est au jour le jour, quoi. Voilà. Et pour conclure, toi, comment tu vois, qu'est-ce que tu espères pourrait venir après cette étude et sa diffusion? Voilà. Alors bon, il y aura des points qui peuvent, je pense, normalement être résolus relativement simplement, quoi. Faire que le bilan annuel de synthèse pour prévenir les comorbidités soit réellement fait, que vraiment les médecins se posent, l'infectiologue et le médecin traitant se téléphonent une fois ou s'écrivent une fois pour dire on suit conjointement monsieur un tel ou madame un tel, voilà ce que je vais faire, voilà ce que vous faites, quoi. Je veux dire qui se parle. Bien sûr, le patient doit être dans la boucle, hein, bien évidemment, hein. Et en fonction de son choix, bien sûr, si la personne préfère regarder le suivi hospitalier, ben, elle garde le suivi hospitalier, hein. Mais ça, c'est la première chose, c'est pour simple, hein, c'est pas très très compliqué, c'est un coup de téléphone, quoi. Il y a ça. La deuxième chose, c'est remettre en branle et surtout mobiliser
tous les dispositifs existants pour le maintien à domicile, hein, le portage de repas, l'hospitalisation à domicile si besoin est, tout ça. Une autre chose importante, c'est lutter contre l'isolement. Et ça, je pense que ça peut se passer d'une part par les associations, mais il n'y a pas que des associations, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de parler sida. Il y a des gens, voilà, ils n'ont pas envie, donc il faut respecter leur choix, mais que des activités de groupes de parole, d'ateliers de cuisine, je ne sais pas quoi, mais des choses, de l'activité physique, du shiatsu, du qigong, je ne sais pas quoi, de la piscine, des sorties, des choses, soit organisées par des associations, pour pouvoir permettre de rompre l'isolement. Voilà. Ça, je pense que c'est des choses qui sont atteignables facilement, sans grands moyens, et qui seraient importantes, quoi. Alors, comme aussi, une chose que je peux rajouter peut-être sur la retraite des migrants. Donc, malheureusement, pour la retraite des migrants, pour avoir... Ce qu'il faut savoir sur la retraite en France, c'est que c'est une assurance. Donc, comme qui dit assurance, pour pouvoir toucher quelque chose, il faut avoir cotisé. C'est comme ça. Donc, si on n'a pas assez... on remplit pas les conditions pour avoir la retraite en termes de trimestre cotisé, en termes de temps de résidence sur le territoire, il peut n'y pas y avoir de retraite. Reste qu'il y a ce qu'on appelle l'ASPA, l'allocation sur la solidarité personnes âgées. Malheureusement, elle est d'un montant de 900 €. Pour pouvoir y prétendre, il y a des conditions de résidence sur le territoire. C'est-à-dire, elles sont de 10 ans. Donc, si la personne a moins de 10 ans de conditions de résidence sur le territoire, elle ne peut pas prétendre à cette aide. Elle se retrouve sans rien, elle se retrouve qu'avec le RSA. Voilà. Donc, il faut être absolument vigilant là-dessus, parce que c'est pas possible pour certaines personnes de continuer à travailler. Et c'est assez difficile de vivre avec le RSA, et surtout à croire qu'à 62-65 ans, cette allocation de 900 € va être automatiquement donnée. Voilà. Il y a des conditions, voilà. C'est la loi, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est comme ça. Voilà. Et que dans tous les cas, à partir de 50 ans, quelle que soit la personne, il faut commencer à regarder ses droits à la retraite. Tout le monde reçoit un relevé de carrière si la personne a travaillé, se renseigner et essayer de voir comment ça va se passer, quelles seront les simulations de retraite. S'il n'y a pas assez si la retraite est très basse, normalement tout le monde doit avoir minimum 900 € en cumulant ses retraites de base ou ses retraites de base, plus cette allocation. Donc de bien vérifier que ça va aller en fonction de l'âge de la personne. Voilà. Donc il faut vraiment être vigilant là-dessus, parce que on a rencontré une personne qui est obligée de vivre dans un foyer, même pas Arnaud du Salut, parce qu'elle n'a pas les conditions de résidence, et elle est obligée de faire des petits boulots alors qu'elle a 66 ans, quoi, et elle n'est pas dans un bon état maintenant. Donc voilà, c'est un point de vigilance, et surtout pour pas avoir de rupture, plus pouvoir payer son loyer ou je ne sais quoi, voilà. Oui, et se retrouver à la rue avec un âge, il ne permet pas vraiment de travailler. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Et voilà, c'était Christophe des Actapiennes. Mais avant de fermer cette fenêtre dédiée au vieillissement des personnes qui vivent avec les VIH, nous souhaitons vous présenter une campagne de communication de l'association Grey Pride, #PostDevioc. Il s'agit des messages à diffuser sur les réseaux sociaux pour donner un coup de pied dans les idées reçues. Je laisse en parler beaucoup mieux que moi Francis Carrière, président de l'association. Le hashtag, c'est PostDevioc. Vioc, c'est encore plus dans le langage vulgaire que vieux. Vieux est un mot normal, hein, vieux et vieille. C'est devenu un mot péjoratif, mais
que beaucoup contournent en disant seniors, nos âgés, nos aînés. On tourne autour du pot, mais on ne désigne pas c'est être vieux, être vieille, ça n'a rien de péjoratif. C'est comme si tout d'un coup on disait être jeune devenait un mot péjoratif. Ben non, on n'est pas jeune, on est vieux, ou on vieillit, et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est lié à la nature humaine, hein, c'est comme ça. Oui. Mais est-ce que vous avez lancé cette campagne de communication en cette période parce que justement on parle beaucoup des vieux? Bah oui, parce que c'est une population qui est de plus en plus désignée. Déjà qu'elle n'était pas forcément très gâtée socialement, contrairement à ce que beaucoup pensent. Beaucoup de vieux vivent dans des situations précaires, difficiles, de grand isolement. Bon, je reviens pas sur l'étude des petits frères des pauvres qui montre qu'il y a 300 000 personnes âgées qui sont en situation de mort sociale, c'est-à-dire qu'ils ne parlent avec personne. Mais on a parlé beaucoup de vieux en voyant le scandale des EHPAD, voir qu'on leur a supprimé toute liberté et en même temps on ne les a pas protégés de la maladie. Et en plus, de plus en plus, on va dire, on entend sur les différentes radios et les chaînes, mais oui, mais est-ce que vous pensez que sacrifier les jeunes pour protéger les vieux, mais qu'est-ce que ça veut dire, protéger les vieux? On va nous mettre dans une île à part, on va nous mettre on n'aura plus de contact, on aura des épiceries spéciales, on aura des soignants qui seront eux-mêmes vieux, comme si on ne faisait pas partie de la société. Et je trouve ça insupportable de faire penser qu'en fin de compte, on sacrifie des générations pour protéger des vieux. C'est ne pas voir quelle est la réalité. La vieillesse, elle subit déjà le préjudice de l'isolement et d'un traitement qui est une perte d'identité, une perte de sens, une perte de désir. Bien sûr, la situation des vieux s'est améliorée par rapport au début du siècle, mais on ne peut pas dire qu'on vive une vieillesse sereinement en France, loin de là. Et les dispositifs actuels la démonstration du Covid le montre, sont inappropriés. Donc, j'essaye de porter une parole qui n'est pas souvent entendue pour faire comprendre que être vieux, c'est être un individu avec aussi ses difficultés, ses problèmes. Et c'est pas pour être contre qui que ce soit, c'est pour rehausser la parole des vieux. Oui, et vous avez justement lancé cette campagne, le post des VIOC. Est-ce que vous pouvez nous dire comme vous l'avez pensé? Parce qu'il y a beaucoup de slogans, en fait. On peut participer directement, si j'ai bien compris. On peut participer. Elle se veut, bon, moi, les slogans viennent un peu de l'expérience que j'ai à travers Grey Pride, à travers les petits frères des pauvres. Je suis aussi au centre éthique clinique de Cochin où on traite souvent des problèmes de éthique relatifs à la vieillesse. Et donc, c'est un petit peu le résultat. Je retraduis par des phrases un petit peu ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vécu. Alors des fois, j'essaie d'y mettre un peu d'humour. Mais beaucoup de posts sont pas très humoristiques parce que ils expriment quelque chose, une situation qui est assez triste, qui est toujours quand même basée sur la perte d'identité. On n'est plus considéré comme des individus quand on vieillit. Progressivement, nos droits disparaissent, nos choix ne sont pas entendus, nos désirs sont éteints et on nous place, on nous traite en objet de soin et on attend de mourir. Attendre, est-ce que c'est ça, s'occuper des vieux, les mettre en salle d'attente en attendant qu'ils clament? Moi, je pense que on doit pouvoir avoir une autre perception, une autre vision de la vieillesse dans la société. Moi, je suis tout à fait solidaire des autres générations et je ne veux pas du tout que
le traitement de la vieillesse se fasse au détriment d'autres populations. Il est hors de question, bien sûr, chaque âge a ses difficultés, a ses problèmes, mais ne mettons pas sur le dos des vieux ce dont ils ne sont pas responsables. Oui, et du coup, sur Twitter, vous pourrez partager ces slogans avec l'hashtag #PostDevioc. Et est-ce qu'il y a une phrase que vous voulez nous dire, que je sais pas, ça vous plaît, ou la première que ça vous est venue, ou la plus sympathique, ou la plus triste aussi? Elles sont toutes, à quel âge n'a-t-on plus le droit d'aimer? Ça fait partie de la perception que, par exemple, que l'on a des vieux. On considère que les vieux, on va leur donner à manger, on va les soigner, mais tout d'un coup, ils n'ont plus de besoins affectifs, ils n'ont plus de relations sexuelles. Et donc, je posais la question, à quel âge n'a-t-on plus le droit d'aimer? À 40, 50, à 60, 70, 80? Qu'on m'explique. À quel âge n'a-t-on plus envie d'être caressé? L'autre chose aussi sur laquelle j'insiste, c'est vieux, vieilles, mais tous différents. Alors pourquoi vivre dans des lieux uniformes? Pourquoi nous mettre dans des lieux qui ressemblent plus à des prisons et à des hôpitaux qu'à des lieux qui ressemblent aux habitants qui y vivent? On devrait quand même se poser tous cette question. Pourquoi on ne veut pas aller dans ces établissements? Parce qu'on a la sensation qu'on perd tout ce qui est relatif à notre intimité et aux couleurs de notre identité. Donc, si ces lieux sont uniformes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Oui. Et pourtant, quand on rentre dans un EHPAD, on sait qu'on est dans un EHPAD. On ne sait pas qu'on est chez Lulu, Sylvie, Gisèle. Non, on ne sait pas ça. On sait qu'on est dans un EHPAD. Et ça, c'est pas normal. Et donc, c'est un petit peu pour faire comprendre qu'on peut s'occuper des vieux d'une autre façon, que l'habitat alternatif est important, que le respect de l'identité est important, que vieillir sans désir, c'est un de mes slogans, vieillir sans désir, c'est mourir à petit feu. C'est faire comprendre tous ces aspects-là. On ne doit pas considérer que les vieux sont dans une salle d'attente et qu'on s'en occupe jusqu'à ce qu'ils meurent. Ça, c'est la version 19e. Et aujourd'hui, bien, nous, on a envie d'être considérés comme des êtres humains comme les autres. Pour préciser, vous avez accès sur notre site greypride.fr, greypride.fr. Vous avez accès à tous les posts qui sont au fur et à mesure, toutes les semaines, il y a 4 posts qui sont diffusés. Et vous avez la possibilité, bien sûr, de les télécharger et de les diffuser si certains de ces posts vous interrogent et vous donnent envie ont une résonance par rapport à votre vie. Ah, le temps passe vraiment très très vite, hein? Et c'est le moment des annonces du cœur de cette semaine. Je vais vous en lire certains, mais je vous donne toujours rendez-vous sur notre site internet. Pour vous inscrire, ça suffit d'avoir une adresse mail valable et vous pourrez après partager vos désirs, écrire, chercher l'âme sœur, chercher l'amitié. Tous les messages sont validés par notre soin, du coup, soyez patients. Alors, je vous lis quelques messages. Bonjour, je m'appelle Olivier, j'ai 42 ans. Je suis à la recherche d'une femme sérieuse pour une relation à bon terme. Je suis un homme dynamique, sportif, patient. Je sais prendre soin d'une femme. Je suis une femme de 42 ans. Je suis d'origine gabonaise. Je suis séropositive. Je cherche un homme qui est comme moi, qui veut refaire sa vie. Car je sais que c'est pas facile d'être seule. Moi, je suis fatiguée de la solitude. Je vis à Angers. N'hésitez pas à me répondre. Bonne journée à vous. Bonjour, je suis Colbico. Je suis à la recherche d'une sœur. Je suis très gentille, timide. J'aime le sport, la musique, les voyages. Je suis grande de taille. J'aimerais rencontrer une femme sérieuse pour fonder un foyer et avoir des enfants. Bonjour, je cherche une relation sérieuse et durable avec un homme divorcé, séropositif VIH indétectable comme moi, vivant au Cameroun, allemand.
allemande. Canada, âgé de 55 à 65 ans. Pas des plaisantons, s'il vous plaît. Et je termine avec un dernier message. Bonjour, je suis un homme avec le VIH. Je cherche une femme pour une relation sérieuse. J'ai 55 ans. L'âge, les origines ou la religion me sont égales, mais j'aimerais que les femmes qui me répondent habitent en France. La distance est difficile à gérer. Merci d'avance. Rendez-vous sur notre site comitédesfamilles.net à l'anglais message pour répondre et échanger. Et maintenant, nous passons aux infos de la semaine. La vente aux enchères de SIDAction porte ses fruits. La vente aux enchères de SIDAction récolte 212 550 €. Traditionnellement, l'association organise un dîner de gala contre le sida chaque mois de janvier depuis 20 ans. En raison de la situation sanitaire, elle remplace l'événement par une vente aux enchères en ligne du 28 au 31 janvier. Des lots d'exception à la clé, des dîners en tête-à-tête avec Lynn Renault ou Jean-Paul Gaultier, des robes de haute couture, des visites privées des maisons Hermès, Balenciaga ou la création d'un sac personnalisé avec Simon Porte Jacquemus. 780 000 € étaient récoltés l'année dernière. Les dons pour la recherche contre le sida sont en baisse. Il ne faut pas baisser les bras, confie le couturier Jean-Paul Gaultier, ambassadeur de SIDAction. Le célèbre week-end de sensibilisation de collecte de fonds du SIDAction mobilisera les médias et plusieurs artistes. Il se tiendra du 26 au 28 mars. Le mystère de l'origine du sida est-il enfin résolu ? Les premières personnes infectées par le VIH seraient des soldats de la Première Guerre mondiale. L'expert canadien des maladies infectieuses et épidémiologiste Jack Pépin déclare dans une mise à jour de son livre « L'origine du sida » que le patient zéro du VIH est un soldat affamé pendant la Première Guerre mondiale, blessé par la recherche de chimpanzés du Cameroun. Les soldats manquaient de nourriture et ont dû chasser dans la jungle. Mon hypothèse est qu'un chimpanzé a été tué et en coupant l'animal pour le ramener, un soldat s'est fait une blessure qui a été infectée par le virus, explique le docteur. Selon lui, la Première Guerre mondiale, le soldat contaminé est retourné à Léopoldville, ville nommée aujourd'hui Kinshasa, une ville par laquelle était passée l'armée avant d'envahir le Cameroun. C'est à ce moment-là qu'il y a probablement démarré le tout premier train de transmission. Cette version est différente de la première édition de l'ouvrage de Jacques Pépin, dans lequel le patient zéro du sida était un chasseur. Ce nouveau résultat est issu de la nouvelle recherche dans les archives médicales africaines et européennes. En tout cas, c'est le départ de la propagation internationale du sida. Depuis, le VIH tue 33 millions de personnes dans le monde et infecte 76 millions d'individus en 2019 selon l'ONU-SIDA. Le Conseil d'État contre la prescription de la PrEP par les médecins. Le Conseil d'État rétorque le texte du décret d'autorisation de la primo-prescription de la prophylaxie pré-exposition, c'est-à-dire la PrEP, par les médecins généralistes. Il n'est plus possible à un médecin généraliste d'initier une mise sous PrEP depuis janvier. Le Conseil d'État estime que la PrEP doit être initiée par un médecin spécialiste et que même avec une solution d'e-learning, les médecins généralistes seraient incompétents. Pour Aide, cette décision est liée à des points juridiques non anticipés par le ministère des Solidarités et de la Santé qui freinent ainsi le déploiement d'un des outils le plus efficaces contre la lutte contre le VIH. L'association rappelle que, sur la période de mars à septembre 2020, par rapport à la même période en 2019, une baisse de 27 435 prescriptions a été constatée. Cela s'explique en partie par la crise sanitaire et la saturation des hôpitaux. Il faut rattraper ce retard, la prescription en ville pouvait le permettre. Pour mettre fin au VIH, la mise à disposition de la PrEP est donc essentielle. La Société française de lutte contre le sida, la SLFLS, chargée de la formation des médecins, regrette cette décision du Conseil d'État. La SFLS souhaite la DGS de trouver une solution réglementaire autorisant la primo-prescription de la PrEP par les médecins généralistes dans les meilleurs délais. La SFLS confirme qu'une plateforme de formation sera opérationnelle dès février.
La raison est de former les professionnels de la santé aux indications de la PrEP, aux modalités du suivi des usagers, aux stratégies de prévention diversifiées et à la connaissance des réseaux de soins en santé sexuelle. Les oubliés de la vaccination prioritaire. La vaccination des personnes précaires, hébergées ou à la rue, comme les salariés et bénévoles des associations qui les accompagnent, n'est pas prévue avant mars-avril. Malgré leur vulnérabilité et leur espérance de vie réduite, ces publics ne sont pas considérés comme prioritaires, regrette Florent Guégan, le directeur de la Fédération des acteurs de la solidarité, FAS. Selon les résidents des foyers de travailleurs, seuls les résidents des foyers de travailleurs migrants peuvent déjà, comme les résidents d'EHPAD, accéder à la vaccination. Pour les personnes hébergées ou à la rue, il ne suffit pas de décréter la vaccination, rappelle Florent Guégan. Il faut aller vers ces publics pour les informer, recueillir le consentement et pratiquer la vaccination. Normalement, les personnes précaires de plus de 75 ans peuvent déjà accéder à la vaccination, mais dans les faits, le parcours d'accès au centre de vaccination est complexe pour ces populations, souligne le directeur de la FAS. Pour l'instant, 200 000 places d'hébergement sont couvertes pour les personnes à la rue, mais les solutions restent temporaires et précaires. L'inquiétude grandit à l'approche de la fin de la trêve hivernale le 31 mars, qui correspond à la fermeture de certains centres d'hébergement d'urgence et à la reprise des expulsions locatives. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Décidément, SFLS, c'était compliqué à prononcer. Hein. C'était pas facile. Non, mais merci, c'était une blague. Merci beaucoup, Sophia, comme première participation à l'émission de radio. C'était parfait. Et je me chargerai de dire à l'SFLS que leur acronyme, voilà, est un peu compliqué quand même. Hein. Non, avec tout le respect. On peut aussi l'appeler la Société française de lutte contre les sida. On suit les initiatives. Regardez sur le site internet, il y a beaucoup d'informations intéressantes. On les remercie toujours. Alors, merci Sophia pour ta participation. De rien. Et à très bientôt à tous les auditeurs, les auditrices. À la semaine prochaine. À bientôt. Baby.